Cette nuit-là, on sentait la guerre imminente dans le ciel, à la façon dont les nuages s'écartaient pour revenir aussitôt, à l'éclat des étoiles qui flottaient par milliers entre les nuages, comme des yeux ennemis, à l'impression que le ciel allait tomber sur la cité, la réduire en poussière et la lune exploser en un rouge embrasement. Tel était le sentiment que donnait la nuit. Montag s'éloigna du métro avec l'argent dans sa poche. Il était passé à la banque, dont les guichets automatiques restaient ouverts en permanence, et tout en marchant, il écoutait le coquillage qu'il avait dans l'oreille. Nous avons mobilisé 1 million d'hommes. Une victoire éclair nous est acquise si la guerre éclate. Un flot de musique submergea aussitôt la voix. 10 millions d'hommes mobilisés, murmura la voix de Faber dans son autre oreille. Mais on n'en annonce qu'un. C'est plus plaisant. Faber ? Oui ? Je ne pense pas par moi-même. Je fais simplement ce qu'on me dicte, comme toujours. Vous m'avez dit d'aller chercher l'argent et j'y suis allé. L'initiative n'est pas vraiment venue de moi. Quand commencerai-je à agir de mon propre chef ? Vous avez déjà commencé en disant ce que vous venez de dire. Il faudra me croire, sur parole. Les autres aussi, je les ai crus sur parole. Oui, et regardez où ça nous mène. Il vous faudra avancer à l'aveuglette pendant quelque temps. Vous avez mon bras pour vous accrocher. Je ne veux pas changer de camp pour continuer à recevoir des ordres. Il n'y a aucune raison de changer si c'est comme ça. Vous voilà déjà fort avisé. Montag sentit ses pieds qui l'entraînaient sur le trottoir en direction de sa maison. Parlez-moi encore. Voulez-vous que je vous fasse la lecture ? Je ferai en sorte que vous puissiez mémoriser. Je ne dors que 5 heures par nuit. Je n'ai rien d'autre à faire. Alors, si vous voulez, je vous ferai la lecture pendant votre sommeil. Il paraît qu'on retient des informations même quand on dort, si quelqu'un nous les murmure à l'oreille. D'accord. Tenez. De l'autre bout de la ville plongée dans la nuit, lui parvint le bruissement infime d'une page tournée. Le livre de Job. La lune monta dans le ciel, tandis que Montag allait, les lèvres animées d'un mouvement à peine perceptible. À 9 heures du soir, il était en train de prendre un dîner léger quand la porte d'entrée appela dans le couloir. Mildred se rua hors du salon comme un autochtone fuyant une éruption du Vésuve. Madame Phelps et Madame Bowles franchirent le seuil et disparurent dans la gueule du volcan, des martinis à la main. Montag s'arrêta de manger. Elle ressemblait à un monstrueux lustre de cristal tintant sur 1000 tonalités. Il vit leur sourire de chat du Cheshire s'imprimer, flamboyant, sur les murs de la maison, et voilà qu'elle criait à tue-tête pour se faire entendre dans le vacarme général. Montag se retrouva à la porte du salon, la bouche pleine. « On dirait que ça va bien pour tout le monde. »« Ça va bien. Tu as une mine superbe, Milly. Superbe. Tout le monde a l'air en super forme. En super forme !» Immobile, Montag les observait. « Patience, » murmura Faber. « Je ne devrais pas être ici, » dit Montag entre ses dents, presque pour lui-même. « Je devrais être en route pour chez vous avec l'argent. Demain suffira. Prudence. » « Cette émission n'est-elle pas une merveille ?» s'écria Mildred. « Une merveille !» Sur l'un des murs, une femme souriait tout en buvant du jus d'orange. Comment peut-elle faire les deux à la fois ? Songea absurdement Montag. Sur les autres murs, une radioscopie de la même femme permettait de suivre, de contraction en contraction, le trajet de la boisson rafraîchissante jusqu'à son ravissant estomac. Brusquement, la pièce s'envola dans les nuages à bord d'une fusée, puis plongea dans une mer vert absinthe où des poissons bleus dévoraient des poissons rouges et jaunes. 1 minute plus tard, 3 clowns blancs de dessin animé se mirent à s'amputer mutuellement sous d'énormes vagues de rire. Encore 2 minutes, et la pièce se trouva catapultée hors de la ville, devant une piste où des jet-cars tournaient à toute allure en se percutant à qui mieux. Montag vit nombre de corps voler en tous sens. « Milly, tu as vu ça ? » J'ai vu !» Montag glissa une main à l'intérieur du mur et actionna l'interrupteur. Les images se résorbèrent comme de l'eau s'échappant d'un gigantesque bocal de poissons surexcités. Les 3 femmes se retournèrent lentement et regardèrent Montag avec une irritation non dissimulée qui céda le pas à de l'aversion pure et simple. « Quand pensez-vous que la guerre va éclater ?» lança-t-il. « Je remarque que vos maris ne sont pas là ce soir. »« Oh, ils vont et viennent, dit Madame Phelps. »«
On voit Finnegan de temps en temps. L'armée a appelé Pete hier. Il sera de retour la semaine prochaine. C'est ce qu'on lui a dit. Une guerre éclair. 48 heures, d'après eux. Et tout le monde rentre chez soi. C'est ce qu'on dit dans l'armée. Une guerre éclair. Pete a été appelé hier et on lui a dit qu'il serait de retour la semaine prochaine. Une guerre éclair. Les trois femmes s'agitaient et jetaient des regards inquiets vers les murs vides couleur de boue. « Je ne me frappe pas, » reprit Madame Phelps. « Je laisse ça à Pete. » Elle gloussa. « Je laisse ce vieux Pete s'en faire pour nous deux. Moi, non. Je ne me fais pas de soucis. »« Oui, » dit Milly. « Laissons ce vieux Pete se faire du souci tout seul. C'est toujours les maris des autres qui restent, à ce qu'il paraît. J'ai entendu dire ça, moi aussi. Je n'ai jamais connu personne qui soit mort à la guerre. En se jetant du haut d'un immeuble, oui, comme le mari de Gloria la semaine dernière. Mais à la guerre, personne. »« Jamais à la guerre, » acquiesça Madame Phelps. « De toute façon, Pete et moi avons toujours été d'accord, pas de larmes, rien de tout ça. C'est notre 3e mariage à chacun. Et nous sommes indépendants. Restons indépendants, c'est ce que nous avons toujours dit. Si je me fais tuer, m'a-t-il dit, continue comme si de rien n'était et ne pleure pas, remarie-toi et ne pense pas à moi. »« À propos, » lança Mildred, « vous avez vu Clara Dove, ce téléroman de 5 minutes hier soir, c'est l'histoire d'une femme qui... » Sans rien dire, Montag contemplait les visages des 3 femmes comme il avait regardé les visages des saints dans une étrange église où il était entré quand il était enfant. Les têtes de ces personnages vernissés ne signifiaient rien pour lui, mais il était resté là un long moment à leur parler, à s'efforcer d'appartenir à cette religion, de savoir en quoi elle consistait, d'absorber dans ses poumons, donc dans son sang, assez de cet encens âpre et de cette poussière particulière à l'endroit pour se sentir touché et concerné par la signification de ces hommes et de ces femmes coloriés aux yeux de porcelaine et aux lèvres vermeilles. Mais il n'avait rien éprouvé, rien du tout. C'était comme déambuler dans un nouveau magasin, où son argent n'avait pas cours, où son cœur était resté froid, même quand il avait touché le bois, le plâtre et l'argile. Il en était de même à présent, dans son propre salon, avec ces femmes qui se tortillaient dans leurs fauteuils, allumaient des cigarettes, soufflaient des nuages de fumée, tripotaient leurs cheveux recuits et examinaient leurs ongles flamboyants, comme s'ils avaient pris feu sous son regard. La hantise du silence gagnait leurs traits. Elles se penchèrent en avant au bruit que fit Montag en avalant sa dernière bouchée. Elles écoutèrent sa respiration fiévreuse. Les 3 murs vides de la pièce évoquaient les fronts pâles de géants plongés dans un sommeil sans rêve. Montag eut l'impression que si l'on touchait ces 3 fronts hébétés, on sentirait une fine pellicule de sueur au bout des doigts. Cette transpiration se joignait au silence et au tremblement imperceptible du milieu ambiant et de ces femmes qui se consumaient d'anxiété. D'un moment à l'autre, elles allaient émettre un long sifflement crachotant et exploser. Montag remua les lèvres. « Et si nous bavardions un peu ?» Les femmes sursautèrent et ouvrirent de grands yeux. « Comment vont vos enfants, Madame Phelps ?» demanda-t-il. « Vous savez bien que je n'en ai pas. Dieu sait qu'aucune personne sensée n'aurait l'idée d'en avoir !» s'emporta Madame Phelps, sans très bien savoir pourquoi elle en voulait à cet homme. « Je ne suis pas de cet avis, » dit Madame Bowles. « J'ai eu 2 enfants par césarienne. Inutile de souffrir le martyre pour avoir un bébé. Les gens doivent se reproduire, n'est-ce pas? La race doit se perpétuer. Et puis, il arrive que les enfants vous ressemblent, et c'est bien agréable. 2 césariennes, et le tour est joué. Je vous le garantis. Oh, mon docteur m'a bien dit, pas besoin de césarienne, vous avez le bassin qui convient, tout est normal. Mais j'ai insisté. Césarienne ou pas, les enfants sont ruineux. Vous n'avez plus votre tête à vous, rétorqua Madame Phelps. Je bazarde les enfants à l'école 9 jours sur 10. Je n'allais supporter que 3 jours par mois à la maison, ce n'est pas la mer à boire. On les fourre dans le salon et on appuie sur le bouton. C'est comme la lessive, on enfourne le linge dans la machine et on claque le couvercle. Madame Bowles laissa échapper un petit rire niais. C'est qu'il me flanquerait des coups de pied aussi bien qu'il m'embrasserait. Dieu merci, je sais me défendre. Les 3 femmes s'esclaffèrent, exposant leur langue. Mildred resta un moment tranquille, puis, voyant Montag toujours debout sur le seuil, battit des mains. « Et si nous parlions politique, pour faire plaisir à Guy ?»« Bonne idée !» dit Madame Bowles. « J'ai voté aux dernières élections, comme tout le monde, et je n'ai pas caché que c'était pour le président Noble. Je crois que c'est un des plus beaux présidents que nous ayons jamais eus. Il faut dire que celui qu'il présentait contre lui, ça, il n'avait rien de terrible.
Le genre court sur pattes, aucun charme, l'air de ne pas savoir se raser ni se coiffer correctement. Quelle idée ont eu les autres de le présenter? On ne présente pas un abo pareil contre un grand gaillard. En plus, il parlait entre ses dents. La moitié du temps, je n'entendais pas un mot de ce qu'il disait. Et les mots que j'entendais, je ne les comprenais pas. Et bedonnant avec ça, et pas fichu de s'habiller de façon à dissimuler son embonpoint. Pas étonnant que Winston Noble ait remporté une victoire écrasante. Même leurs noms ont joué. Comparez 10 secondes Winston Noble et Hubert Wagg. Et vous pouvez presque prévoir les résultats. « Bon sang !» s'écria Montague. « Qu'est-ce que vous savez de Wagg et de Noble ?»« Eh bien, ils étaient sur ce mur il n'y a pas 6 mois. Il y en avait un qui n'arrêtait pas de se curer le nez, ça me mettait hors de moi. »« Voyons, monsieur Montague, dit Madame Phelps, voudriez-vous que nous votions pour un type pareil ?» Un large sourire éclaira le visage de Mildred. « Ne reste pas là planté à la porte, Guy, et ne nous mets pas les nerfs en pelote. » Mais Montague avait déjà disparu pour revenir un instant après, un livre à la main. « Guy !»« Au diable tout ça, au diable tout ça !»« Qu'est-ce que vous tenez là? N'est-ce pas un livre? Je croyais que tout ce qui était formation spéciale se faisait par film aujourd'hui. » Madame Phelps battit des paupières. « Vous potassez les aspects théoriques du métier de pompier? »« Merde à la théorie, » dit Montague. « C'est de la poésie. »« Montague ?» Un murmure. « Fichez-moi la paix. » Montague se sentait pris dans un immense tourbillon qui lui ronflait aux oreilles. « Montague, arrêtez. Ne... Vous les entendez? Vous entendez ces monstres parler d'autres monstres? Oh Dieu, la façon dont elles jacassent sur les gens, leurs propres enfants, elles-mêmes, la façon dont elles parlent de leurs maris, la façon dont elles parlent de la guerre. Nom de nom, je suis là à les écouter, sans en croire mes oreilles.